Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Retour ce matin à un débat qui s'est déroulé jeudi dernier au Sénat, alors que le vote de la Chambre haute a signé un jour historique dans l'affaire des biens mal acquis. Cette affaire, ou plutôt ces affaires, qui portent sur des soupçons de recel de détournement de fonds publics par des membres de familles dirigeantes du Gabon, du Congo ou encore de la Guinée équatoriale. Les pays en développement perdent chaque année entre 20 et 40 milliards de dollars du fait de détournement de fonds publics et autres faits de corruption. Des sommes colossales sont placées à l'étranger, notamment en France, où elles alimentent le train de vie luxueux de dirigeants corrompus au lieu de financer des infrastructures et des services publics de première nécessité. Face à ce constat, les ONG donnent l'alerte depuis déjà de nombreuses années. Et jeudi, le Sénat a fait un pas vers la restitution de ces sommes d'argent en adoptant une proposition de loi présentée par le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur qui prévoit d'isoler au sein du budget général de l'État français les sommes issues de la corruption transnationale. Objectif, pouvoir ensuite les affecter au bénéfice des populations des États d'origine. Retour donc au débat la semaine dernière. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative à l'affectation des avoirs issus de la corruption transnationale, présentée par M. Jean-Pierre Sueur et plusieurs de ses collègues à la demande du groupe socialiste et républicain. Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Pierre Sueur, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, selon une estimation de la Banque mondiale, la corruption transnationale ferait perdre chaque année aux pays en développement entre 20 et 40 milliards de dollars, soit 20 à 40% du montant de l'aide annuelle au développement au plan mondial. La loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale a élargi le champ des biens pouvant être saisis et confisqués et créé l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, autrement dit l'AGRASC, qui assure la gestion des biens saisis et procède ensuite à leur aliénation. Comme vous le savez, mes chers collègues, la Convention des Nations unies contre la corruption prévoit la restitution obligatoire et intégrale des avoirs illicites au profit de l'État étranger victime dans les cas de soustraction des fonds publics ou de blanchiment de fonds publics soustraits. Elle organise la restitution du produit de toute autre infraction visée par la Convention des Nations unies, qui précise que dans ce cas, l'État partie requis où se trouvent les avoirs illicites doit restituer les biens confisqués à l'État signataire requérant lorsque ce dernier fournit des preuves raisonnables de son droit de propriété antérieur. Or, ces règles sont rarement appliquées. En effet, elles n'entrent en vigueur que lorsque les juridictions étrangères ont engagé et mené à leur terme les procédures judiciaires nécessaires aux fins de recouvrer les avoirs illicites se trouvant à l'étranger. Par ailleurs, dans les cas de corruption transnationale, et tout particulièrement lorsque les agissements illicites mettent en cause des agents publics de haut rang, parfois encore en exercice, il apparaît souvent illusoire d'espérer que les États concernés rétrocèdent aux populations victimes le fruit de ces confiscations. Ainsi, la confiscation des produits de la corruption transnationale se trouvant en France emporte le plus souvent le transfert de leur propriété à l'État français. Quel est le but de la proposition de loi que j'ai l'honneur de vous présenter, mes chers collègues? C'est tout simplement de restituer aux populations spoliées l'argent qui leur a été volé par la corruption internationale et par les agissements de toutes ces personnes, notables ou non, mais souvent très riches déjà, qui se sont accaparés des biens
qui se traduisent par des appartements à Paris, sur la Côte d'Azur, par des sommes qui sont conservées dans certains établissements financiers, et tout cela au mépris des populations qui ont été volées. Donc, considérant que la situation en France est contraire à la pratique d'un nombre croissant d'États qui accordent une place centrale aux populations victimes en matière de recouvrement d'avoirs illicites, un colloque que nous avons organisé au Sénat avec l'association Transparency International France, ce colloque l'a bien montré. Dans beaucoup d'États, il y a des progrès. Il s'agit que ces progrès existent aussi en France, et c'est pourquoi cette proposition de loi met en place un fonds dédié afin d'organiser l'affectation des avoirs au profit des populations victimes. Ce fonds doit organiser l'affectation des avoirs recouvrés dans les affaires de corruption transnationale avec le double objectif de garantir que les avoirs illicites recouvrés en France contribuent au développement des pays qui en ont été injustement privés et de conforter les efforts de la France en matière de lutte contre la corruption transnationale dans tous les cas où l'absence de gouvernance ou l'état de défaillance des États d'origine rendent légalement impossible la mise en jeu des règles de partage ou de restitution. Transparency International ainsi qu'un certain nombre d'ONG, dont je tiens à saluer tout particulièrement l'action, propose que dans le dispositif d'affectation, 5 grands principes soient respectés. La transparence, il faut que la procédure soit conduite de manière publique. La solidarité quant à l'affectation des fonds. L'efficacité, il faut que l'argent revienne aux populations victimes. L'intégrité, qu'il n'y ait pas de soupçon de corruption dans la manière dont on va traiter la corruption. Et je pense à certains États qui feront tout ou feraient tout au conditionnel pour ne pas restituer les sommes aux populations victimes. Enfin, la responsabilité, il est important que l'État français soit responsable dans la gestion du fonds et la restitution des biens. Je vais terminer, mes chers collègues, en soulignant que la justice française a été, en la matière, particulièrement efficace. Je veux citer un jugement du 27 octobre 2017 qui condamne, c'est un jugement du tribunal correctionnel de Paris, qui condamne en France le vice-président de la Guinée équatoriale, auquel je ne ferai pas une publicité personnelle, pour des faits de corruption, notamment le de blanchiment et de détournement d'argent public. Dans sa décision, ce tribunal correctionnel de Paris rappelle que l'enjeu moral pour la France, je cite, est de permettre la restitution de l'argent détourné aux citoyens qui en ont été privés. Le tribunal écrit toujours « Ces sommes blanchies, au lieu de financer des infrastructures et des services publics en Guinée équatoriale, étaient placées ou dépensées en France pour alimenter le train de vie particulièrement fastueux de ce personnage vice-président de la Guinée équatoriale. » Et dans son jugement, le tribunal correctionnel de Paris précise que la peine de confiscation ne peut être envisagée sous le seul aspect de l'efficacité répressive sans prendre en compte l'intérêt des victimes. Et ensuite, je citerai encore ce tribunal correctionnel de Paris qui précise qu'il apparaîtrait dans ce contexte de corruption transnationale moralement injustifié pour l'État prononçant la confiscation de bénéficier de celle-ci. Enfin, il est vrai que si c'est l'État dont le président a aussi gravement fauté qui bénéficie des sommes, il y a un problème. C'est pourquoi le tribunal correctionnel de Paris affirme qu'il paraît vraisemblable, je cite, que le régime français des peines de confiscation
devrait être amené à évoluer en vue de l'adoption d'un cadre adapté à la restitution des avoirs illicites. Je sais, Madame la Ministre, qu'il peut y avoir quelques discussions techniques dont Monsieur le rapporteur, que je salue, ne manquera pas de parler lui aussi. Discussions techniques qui font que peut-être un amendement à la prochaine loi de finances pourrait tout à fait être opportun. Mais aujourd'hui, je voudrais vous demander, mes chers collègues, de voter ce texte. Car vous savez qu'au prochain G7, cette question sera à l'ordre du jour. Et qu'il sera de l'honneur, je crois, du Parlement français et de notre pays que nous ayons marqué, en votant ce texte, notre attachement à soutenir une lutte résolue contre cette corruption qui est en fait un pillage des pays pauvres, qui porte atteinte aux droits des populations concernées et qui représente le scandale et la honte de personnes qui s'enrichissent sur le dos des êtres humains qui sont souvent dans la situation la plus critique, la plus pauvre et la plus misérable. Donc, je n'ignore pas qu'il puisse y avoir des amodiations techniques et nous en acceptons tout à fait le principe. Mais il y a là, mes chers collègues, je le pense, un acte à poser qui sera important, non seulement au niveau de notre pays, mais par rapport à la parole de la France dans le monde. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion, la parole est à Monsieur Antoine Lefèvre, rapporteur de la Commission des finances, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur Jean-Pierre Sueur, auteur de la présente proposition, mes chers collègues. Aujourd'hui, lorsque la justice prononce la confiscation d'un bien, son produit revient au budget général de l'État après une éventuelle indemnisation des parties civiles. Cette affectation à l'État français est difficile à admettre, moralement, lorsque les biens confisqués sont issus de la corruption dont profitent certains personnages de haut rang au détriment de leur population, souvent parmi les plus pauvres de la planète. Moralement injustifiable, cette situation a conduit, comme vient de le rappeler Jean-Pierre Sueur, le tribunal correctionnel de Paris en 2017 à faire un appel du pied à destination du législateur dans une affaire concernant la Guinée équatoriale. La proposition de loi de notre collègue Jean-Pierre Sueur que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans ce contexte. Il s'agit de proposer un cadre juridique permettant de rendre aux populations victimes de la corruption les confiscations prononcées par les juridictions françaises dans les affaires dites de biens mal acquis. Cette proposition de loi répond certes imparfaitement à cette attente. La Commission des finances a en effet relevé un certain nombre de difficultés posées par ce texte, notamment sur le plan juridique, mais aussi sur le plan opérationnel. En effet, l'article 1er de la proposition de loi prévoit d'affecter les sommes concernées à l'amélioration des conditions de vie des populations et au renforcement de l'état de droit, ainsi qu'à la lutte contre la corruption dans le pays victime. Mais on se heurte alors à la principale difficulté pratique, à qui doit-on effectivement affecter ces sommes? À l'État, au risque d'alimenter de nouveau les circuits de corruption? Quid des États faillis? Comment associer les acteurs locaux et contrôler l'utilisation des fonds? Comment enfin articuler de tels programmes avec notre action diplomatique? Ces questions ne sont pas théoriques, comme le montre le cas récent de saisie de biens appartenant à l'oncle de Bachar el-Assad. Si des confiscations étaient prononcées par la justice française, comment s'assurer de l'affectation de leurs produits à la population syrienne? Au regard de l'expérience suisse, qui, compte tenu de son activité bancaire, est particulièrement engagée sur ce sujet, il semble qu'il faille faire preuve de souplesse et de pragmatisme en la matière. Il pourrait être envisagé de s'appuyer sur l'Agence française de développement, qui est compétente en matière d'aide au développement. Toutefois, il conviendrait de s'assurer que les crédits reviennent bien aux pays victimes sans être noyés dans les crédits de l'AFD et surtout qu'il s'agit bien des crédits s'ajoutant à ceux engagés par la France au titre de l'aide publique au développement. La Commission des finances n'a pas été en mesure, en raison notamment des prescriptions de la loi organique relative aux lois de finances, de proposer des modalités satisfaisantes d'affectation aux populations victimes par le biais de l'Agence française de développement.
Sans m'y attarder, je souhaiterais souligner que d'autres problèmes ont également été identifiés. Tout d'abord, le champ de confiscation concerné mériterait d'être précisé, en particulier la référence à la notion de personnalité étrangère politiquement exposée, qui devrait sans doute être revue. Ensuite, il conviendrait de déterminer le rôle joué par l'Agrasc dans cette procédure. Si l'agence est capable d'identifier les confiscations qui devraient être réservées aux populations victimes, elle n'est pas nécessairement l'institution la plus à même de décider des modalités d'affectation aux populations victimes, n'ayant pas de compétences propres en matière d'aide au développement. Enfin, la Commission des finances a émis des doutes sur la mécanique budgétaire retenue. Le prochain G7 sera organisé cet été à Biarritz sous présidence française et traitera, entre autres, des moyens de lutte contre la corruption. Dans ce contexte, malgré les problèmes posés par le texte qui nous est soumis, il nous semble très important d'envoyer un signal politique fort, indiquant que notre pays est prêt à s'engager à restituer aux populations victimes le produit des confiscations résultant de la corruption. Madame la ministre, nous avons besoin du gouvernement pour traduire ce principe en droit. Nous vous invitons donc à saisir l'opportunité de cette proposition de loi pour que le gouvernement s'engage dès aujourd'hui à se saisir du sujet pour que nous soyons en mesure de proposer un dispositif pleinement satisfaisant lors du plus prochain projet de loi de finances. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur. Dans la suite de la discussion, la parole est à madame Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des affaires européennes. Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Jean-Pierre Sueur, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour évoquer ce sujet particulièrement important à la frontière du droit, de l'éthique et de la diplomatie. L'affectation des avoirs issus de la corruption transnationale, ces fameux biens dits mal acquis, lorsque ces derniers ont été saisis par une juridiction française. Aujourd'hui, en matière de lutte contre la corruption, la France a mis en place un environnement juridique, judiciaire et administratif qui permet une politique de prévention, de détection et de répression efficace. Pour lutter contre ce phénomène criminel à dimension transnationale, la France s'est également dotée depuis 2010 d'une législation et de structures interministérielles dédiées à identifier, saisir, confisquer et recouvrir des avoirs illicites, en particulier issus de la corruption. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'Agrasc, est précisément chargée de l'exécution des décisions de saisie et de confiscation, ainsi que de la gestion et de la vente des avoirs criminels confisqués. La France a par ailleurs mis en œuvre tous les outils et mécanismes destinés à promouvoir, développer et appuyer la coopération internationale en matière de lutte contre la corruption. Et c'est un engagement fort également de notre présidence du G7, comme vous l'avez rappelé, ce qui constitue un volet clé pour récupérer effectivement et rapidement des fonds détournés ou soustraits illégalement du patrimoine d'un État. Cette politique nationale offensive s'inscrit donc pleinement dans les engagements internationaux de la France que nous portons avec Jean-Yves Le Drian et Jean-Baptiste Lemoyne avec beaucoup d'intérêt. Néanmoins, cette politique est inachevée, et nous devons le reconnaître, sur le point de la restitution intégrale aux États, mais surtout aux populations, des biens dont ils ont été spoliés par le fait de dirigeants ou d'agents publics corrompus. En l'état du droit, la France ne permet pas la restitution de ces biens, sauf dans le cas d'un acte de souveraineté qui prendrait la forme d'un accord politique ad hoc entre la France et un pays tiers. Accord, reconnaissons-le, difficile quand il s'agit des situations que vous avez décrites. Par conséquent, lorsqu'une décision de confiscation a été prononcée par une juridiction française, l'Agrasc n'a pas d'autre possibilité juridique que de transférer les fonds correspondants au budget général de l'État. Le droit français prévoit également une règle de partage à 50-50, sauf accord contraire, lorsque la France est sollicitée pour exécuter une décision prise par une juridiction étrangère. Je vous l'accorde, et nous nous en sommes convaincus, nous ne pouvons pas nous contenter de cet état de droit sur le plan éthique comme sur le plan politique. Cet état de droit revient en effet à pénaliser une deuxième fois les habitants des pays d'où sont issus les avoirs confisqués. Victimes de la corruption, qui s'est d'abord faite à leur détriment
Ces populations spoliées ne peuvent ensuite récupérer les sommes et les biens détournés par des dirigeants peu scrupuleux. Cette situation ne nous satisfait pas. Ces biens appartiennent à des populations auxquelles ils doivent être rendus. Votre travail, monsieur le rapporteur, est donc totalement bienvenu et nous le saluons. Plus encore, les règles internationales en vigueur évoluent. La Convention des Nations Unies contre la corruption, qui a été ratifiée par la France en 2005, prévoit la restitution obligatoire et intégrale des avoirs illicites au profit de l'État étranger. Cette disposition ne s'applique que très rarement lorsque les juridictions nationales de l'État spolié ont mené à terme les procédures judiciaires nécessaires pour recouvrir les avoirs licites et, dans la plupart des cas, des juridictions de l'État d'origine n'engagent pas ce type de demande par crainte de représailles ou parce qu'elles ne le souhaitent pas, quelle qu'en soit leur raison. Plusieurs organisations de la société civile de premier rang, comme Transparency International, ont d'ailleurs souligné l'importance de la question du retour des biens mal acquis en invitant l'État à modifier la législation en vigueur. Certains de nos partenaires européens travaillent également sur ce sujet. Et en tant que ministre chargé des Affaires européennes et suivant de près par ailleurs la situation des pays de l'Europe en dehors de l'Union européenne, je suis frappée par la diversité des situations. J'ai appris, par exemple, que l'Allemagne a mis en place en 2017 un dispositif de restitution sans jugement préalable. L'Italie, elle, permet de transférer des biens confisqués directement aux victimes. La loi suisse prévoit des restitutions sur la base de projets de développement. Bref, il n'y a pas de modèle unique en Europe et nous devons, pour le cas français, définir les règles qui nous permettront d'être les plus efficaces compte tenu de notre environnement budgétaire et normatif qui nous est propre. C'est donc dans ce contexte que nous examinons votre proposition de loi, cher Jean-Pierre Sueur, Monsieur le Président, et je tiens vraiment à nouveau à saluer la très grande qualité de votre travail et les échanges que nous avons initiés sur ce sujet délicat. La volonté du groupe socialiste, qui est également celle de la Commission des finances sur cette question, rencontre la volonté du gouvernement. Nous sommes pleinement décidés à compléter le dispositif français dans ce domaine le plus rapidement et le plus efficacement possible. Le dépôt et l'examen de cette proposition de loi remplissent en ce sens pleinement leur office, puisque, en interpellant l'ensemble des ministères concernés sur cette difficile question, nous nous préparons effectivement d'ores et déjà à pouvoir lui apporter une solution. Notre ambition partagée doit être de restituer aux populations victimes les avoirs issus de la corruption selon un mécanisme exigeant, précis, opérationnel, qui permette d'articuler différentes compétences. D'abord, celle de l'Agrasc, qui gère les avoirs saisis et confisqués et qui doit pouvoir identifier sans ambiguïté juridique, l'ensemble des dossiers et des biens qui sont concernés, ce qui suppose de définir un champ d'application rigoureux, tant sur la nature des infractions et des personnes visées. Il faut également articuler ce mécanisme avec les services de l'État dépositaires d'une compétence et d'une expertise reconnue en matière d'aide au développement, qui soient susceptibles d'organiser des programmes de rapatriement des fonds, souples, échelonnés, adaptés à chaque cas d'espèce, dans le cadre d'une coopération étroite avec le ministère des Affaires étrangères et la société civile, ce qui suppose, et vous l'avez très bien fait, monsieur le rapporteur, de définir des principes, vous en définissez 5, qui nous permettent d'atteindre les objectifs politiques, humanitaires, sociaux et économiques que nous devons respecter. À cet égard, la présente proposition de loi consiste à créer un fonds destiné à recueillir les recettes provenant des confiscations prononcées en matière de corruption transnationale. C'est une piste de travail intéressante, mais comme il a été notamment rappelé par le rapporteur de la Commission des finances, le sénateur Lefebvre, nous avons à ce stade également des réactions, car les difficultés techniques sont nombreuses. La première difficulté tient à la question cruciale de la répartition des compétences que j'évoquais à l'instant. Car si un fonds devait être créé et crédité par l'Agrasc, il resterait encore à en définir son positionnement et son cadre de gestion, compte tenu de sa finalité singulière. Il n'aurait en effet rien de comparable avec les fonds de concours existants déjà gérés par l'Agrasc, qui sont tous orientés à ce stade vers le financement de politiques publiques nationales visant à renforcer la lutte contre la délinquance et la criminalité. En second lieu, et en seconde difficulté, sur le plan juridique, votre proposition de loi ne s'intéresse qu'au seul délit de blanchiment et de recel,
alors que nous savons que l'inclusion des délits sous-jacents de corruption, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance notamment, pourrait être plus opérante. De la même manière, la notion de personne étrangère politiquement exposée n'existe pas en droit pénal, reste donc assez vague, et nous pouvons nous interroger sur le point de savoir si elle permettra d'identifier réellement les personnes que nous souhaitons viser. En troisième lieu, les questions qui ont été soulevées en commission au regard du droit budgétaire et financier posent également des difficultés, puisque la décision de créer un fonds au sein du budget général de l'État et de lui affecter des recettes relève du domaine exclusif de la loi de finances et non de celui d'une loi ordinaire. Enfin, il est nécessaire d'expertiser davantage le montage juridique qui pourrait être retenu. Le financement d'actions de développement par le biais de l'affectation de recettes provenant de confiscation, comme le prévoit la proposition de loi, serait tributaire de l'avancée des dossiers judiciaires, par construction irrégulière. Or, le mécanisme d'abondement de fonds de concours par l'Agrasc étant déjà particulièrement complexe, il nous semble possible, et nos services travaillent en ce sens, d'envisager des options plus simples et plus lisibles, par exemple avec un financement au sein du budget général, par crédit budgétaire, afin de faire correspondre les saisies en matière de corruption à des dépenses équivalentes en termes de développement. Que vous propose donc aujourd'hui le gouvernement pour que le Parlement puisse adopter un mécanisme de restitution efficace, transparent et adapté à chaque cas d'espèce? D'abord, je vous l'annonce, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, lancera dans quelques jours une mission parlementaire sur le sujet précis et spécifique du retour des biens mal acquis. Cette mission aura pour objet de proposer un mécanisme global qui traite l'ensemble des difficultés juridiques, budgétaires et de gestion que j'ai rappelées et qui puisse également respecter les principes posés par la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cette mission devra en particulier étudier chacune des pistes budgétaires qui sont aujourd'hui sur la table. Cette mission sera bien sûr utilement éclairée par les dispositifs mis en œuvre par d'autres États, et l'exemple suisse a été maintes fois mentionné dans vos travaux de commission, et nous aimerions nous intéresser à sa manière d'en transposer un le plus simple possible, peut-être dans le droit français. Ce travail d'expertise complémentaire s'inscrira dans un calendrier très resserré, et le rapport sera remis au ministre de la Justice pour le mois de juillet prochain et pourra s'appuyer utilement sur les travaux menés dans cette Assemblée. Cela permettra d'adopter des dispositions législatives correspondantes, au plus tard à la fin de l'année 2019, avec la loi de finances pour 2020, et c'est un engagement ici formel et solennel que je prends devant vous pour que ce dispositif soit intégré à ce moment-là. Le gouvernement remercie donc le Sénat et vous, cher Jean-Pierre Sueur, Monsieur le Président, et vos collègues, pour avoir définitivement inscrit cette question dans notre agenda politique, afin que toutes les volontés convergent dans la même direction. Nos engagements juridiques, diplomatiques, mais également nos valeurs et les principes républicains que nous défendons nous intiment d'y apporter enfin une réponse efficace. Pour le gouvernement, vous l'avez compris, cette réponse ne peut être celle que la Commission des finances présente aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle il ne pourra, le gouvernement, pas émettre un avis favorable sur cette version du texte. Je vous invite donc, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, à ne pas adopter cette proposition de loi, afin que nous puissions débattre dans quelques mois d'un dispositif pleinement opérationnel dans le cadre du PLF 2020, pour lequel le gouvernement s'engage à travailler sur ce sujet. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Michel Canevet pour le groupe de l'Union centriste pour 6 minutes. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier le Président Sueur d'avoir proposé ce débat au sein de l'hémicycle. Et si j'ai bien entendu, Madame la Ministre, à l'instant, cela va permettre d'ouvrir des approfondissements dans l'examen de ce sujet, même si on aurait souhaité qu'on puisse aller encore plus vite et pouvoir travailler à partir de cette proposition. Je veux aussi saluer, au nom du groupe de l'Union centriste, le travail réalisé par notre rapporteur Antoine Lefèvre, rapporteur de la Commission des finances, sur ce sujet depuis déjà de nombreuses années. Alors, nous évoquons un sujet qui est important puisqu'il concerne les biens injustement acquis dans l'exercice du pouvoir
et ce souvent au détriment de populations. C'est quelque chose effectivement que l'on ne peut que déplorer et cela montre que la corruption, et on en parle assez régulièrement dans les médias, existe et prospère encore dans le monde dans lequel nous vivons. C'est aussi, je crois, l'occasion d'évoquer la situation en France, notamment la question relative à la fraude fiscale, chère à beaucoup de nos collègues, particulièrement à notre collègue de l'Union centriste Nathalie Goulet, qui reste encore élevée puisque le syndicat Solidaire en France l'estime entre 80 et 100 milliards. Le Conseil des prélèvements obligatoires, c'est un peu moins, autour de 25 milliards. Cela montre qu'il y a encore des efforts à faire pour une meilleure justice fiscale dans notre pays. Et puis, il y a aussi dans notre pays la question de la fraude aux prestations sociales et puis de la fraude documentaire qui reste une préoccupation importante. Là aussi, nous avons à travailler pour faire en sorte que les choses soient encore plus transparentes et que ceci soit évité le plus possible. Alors, pour cela, on espère que la proposition qui a été formulée par le ministre du Budget de créer un observatoire de la fraude fiscale puisse prospérer le plus rapidement possible. Il l'avait évoqué en septembre dernier dans notre enceinte et on espère que cet observatoire puisse effectivement se concrétiser le plus rapidement possible parce qu'à l'heure actuelle, il ne l'est pas. Alors, les avoirs mal acquis sont nombreux. Nous avons eu quelques exemples dans notre pays, notamment émanant de la Guinée équatoriale, puisqu'il y a eu en 2017 un jugement qui a condamné un dirigeant. L'affaire n'est pas encore éclusée au sens des recours, mais cela a conduit quand même à saisir un immeuble particulier à Nifoche, 18 voitures de luxe et de nombreux biens mobiliers, des bijoux, etc., ce qui montre bien combien la valeur est importante parfois. Il y a aussi une affaire avec le Gabon actuellement où l'un des dirigeants est mis en cause et une conservation des biens a été faite sur le territoire national pour plus de 60 millions d'euros, qui montre là aussi qu'il y a des sommes tout à fait conséquentes à récupérer. Alors, je ne voudrais pas non plus oublier que des efforts sont faits dans certains pays à cet égard. Je pense au Royaume-Uni ou aux États-Unis, mais aussi la Suisse, même si la Suisse nous interpelle au plan de son comportement, puisqu'il existe toujours du côté de Genève, donc aux portes de notre pays, un port franc qui compte de très nombreuses œuvres d'art, plus d'1 million d'œuvres d'art, nous dit-on, pour une valeur qui dépasse les 80 milliards d'euros, ce qui montre bien que là aussi, il y a des efforts à faire pour que les choses soient plus transparentes et que par ce biais des ports francs, il y ait de la fraude qui soit développée comme on peut le supposer, hélas. Alors, dans notre pays, nous avons, pour lutter contre la fraude et pour pouvoir avancer sur ce sujet, créé en 2011 l'agence de recouvrement et de la grâce et de gestion des avoirs saisis et confisqués. Je crois que cette agence travaille bien. J'aurai l'occasion tout à l'heure, au nom du groupe de l'Union centriste, de présenter un certain nombre d'amendements qui visent justement à faire en sorte que cette agence puisse fonctionner encore mieux, c'est-à-dire des améliorations législatives et puis aussi quelques perspectives pour cette agence, notamment issues de l'excellent rapport de notre collègue Antoine Lefèvre. Mais cette agence a besoin de pouvoir continuer son action. Je vous rappelle que cette agence a consacré à l'entraide internationale depuis sa création seulement 1% des biens qu'elle a attribués pour l'entraide internationale. C'est-à-dire qu'il y a encore un chemin tout à fait conséquent à réaliser pour arriver à faire en sorte que les biens qui ont été spoliés, qui ont été acquis grâce à des spoliations de populations à l'extérieur, eh bien, puissent être restitués à ces populations. C'est important. Cela rejoint aussi, Madame la Ministre, l'objectif défini par le Président de la République pour ce qui est de consacrer 0,55% du produit intérieur brut à l'aide au développement, puisque je considère que cela fait aussi partie de l'aide au développement que de permettre d'assurer le retour de ces ressources dans les pays desquels elles proviennent. Donc il est important que nous puissions conjointement mener l'ensemble de ces actions pour permettre à ces biens justement de retourner dans leur pays d'origine, permettre à ces populations de pouvoir en profiter tout en sachant prendre les garde-fous qui sont nécessaires, puisque la corruption, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, elle existe encore dans bon nombre de pays. Il s'agit donc par ce biais-là de ne pas chercher à l'encourager. Donc il y a des mesures particulières à prendre.
Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Alain Marc pour le groupe Les Indépendants pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des finances, mes chers collègues, nous examinons la proposition de loi relative à l'affectation des avoirs issus de la corruption transnationale. La corruption transnationale renvoie à l'accaparement de biens publics ou privés au profit d'une minorité d'oligarques qui bénéficient indûment d'un enrichissement illicite. Cette forme de corruption se caractérise notamment par les conséquences économiques et sociales injustes qu'elle fait peser sur les pays d'origine. Rappelons les chiffres de la Banque mondiale. Chaque année, la corruption transnationale ferait, on est obligé d'employer le conditionnel, ferait perdre entre 20 et 40 milliards de dollars aux pays en développement, soit 20 à 40% de l'aide publique au développement. Ces pays dont il est question, nous le savons tous, ce sont le plus souvent des pays en développement, des pays où l'état de droit faillit, au bénéfice de quelques criminels et aux dépens de ses concitoyens, de ses citoyens. Ce sont des pays qui se retrouvent ainsi privés de ressources dont ils manquent déjà pour financer leur développement de façon pérenne. Cette mécanique, hélas, n'a rien de nouveau et l'argent qui est volé là-bas finit parfois par être investi ici. Mais la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, mes chers collègues, nous fait envisager le problème sous un angle nouveau. Quand l'État fait ici respecter la loi et saisit ses biens mal acquis, il ne permet pas leur retour au pays d'origine et il freine ainsi son développement économique et social. Nul ne peut se satisfaire de cette situation dans laquelle notre droit entérine de fait la spoliation de ces populations et échoue à indemniser les victimes de la corruption. C'est à cette fin que la France a ratifié en 2005 la Convention des Nations Unies contre la corruption qui fixe le cadre international de la restitution des avoirs confisqués à la suite de condamnations en matière de corruption. Des mesures ont déjà été prises dans notre pays pour appliquer cette convention, avec la loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale. Mais cela ne suffit pas et nous devons encore poursuivre nos efforts dans ce sens afin de donner corps à nos engagements pris sur la scène internationale. Au-delà de nos frontières, la Suisse a déjà fait bouger les lignes en la matière. Les premiers retours d'expérience recueillis après le traitement de plusieurs affaires symboliques montrent qu'on peut agir pour tenter de réparer le dommage subi par les populations spoliées. Manifestement, il y a là un exemple intéressant. Cependant, derrière une intention noble, se cachent de nombreuses difficultés pratiques. Première difficulté, dans de nombreux cas, il serait mal avisé de restituer ces biens confisqués à un État que nous savons défaillant. Seconde difficulté, comment s'appuyer sur la société civile pour restituer à ces populations les ressources dont elles ont été privées? Comment choisir un acteur privé pour lui confier une telle mission d'intérêt général? Ici encore, l'exemple suisse nous montre qu'il n'existe pas de solution miracle et que chaque situation doit être traitée au cas par cas. Mais avant même de rencontrer ces difficultés que nous concevons lorsque nous envisageons le meilleur moyen d'agir par-delà nos frontières, nous nous heurtons à une difficulté juridique. Comme l'a remarqué le rapporteur, la création d'un fonds dédié au sein du budget de l'État, tel que prévu dans la proposition de loi, ne paraît pas répondre aux prescriptions de la LOLF en matière d'affectation de recettes. Dès lors, il ne serait pas possible en l'état d'utiliser le produit des avoirs issus de la corruption internationale pour l'affecter à une action spécifique, par exemple le budget de l'AFD, qui pourrait être un acteur indiqué pour mener à bien cette mission dans les pays en développement concernés. La solution appartient donc aujourd'hui au gouvernement. Le groupe Les Indépendants suivra la position de la Commission des finances et votera en faveur de l'esprit de la proposition de loi, en espérant que le gouvernement se saisisse de cet appel que nous lui lançons aujourd'hui pour agir demain en matière de corruption transnationale. La perspective du prochain sommet du G7 qui sera organisé en août à Biarritz, sous la présidence de la France, semble à cet égard une excellente opportunité d'engager plus avant notre pays, Madame la Ministre, dans cette démarche qui lui fait honneur. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion, la parole est à Monsieur Didier Rambaud pour La République En Marche pour 6 minutes.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Sueur, nous débattons aujourd'hui du sujet important de la corruption transnationale. Important moralement, parce qu'elle constitue une brèche dans les valeurs universelles que doit défendre notre pays. Important financièrement, et ça a été rappelé, ce sont 20 à 40 milliards de dollars chaque année qui se substituent à des populations au profit d'individus. Posons les termes, la corruption transnationale est le fait d'offrir un avantage indu pécuniaire ou autre à un agent public étranger à son profit ou au profit d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles en vue d'obtenir ou conserver un marché dans le commerce international. Avec l'entrée en vigueur de la Convention sur la lutte contre la corruption, la France a adopté plusieurs incriminations de corruption et trafic d'influence en relation avec des agents publics étrangers. Elle a aussi étendu les pouvoirs des enquêteurs. Parmi les mesures récentes et permettant de mieux saisir le phénomène, la possibilité qui a été donnée aux associations de lutte contre la corruption de se constituer partie civile ou encore, signalons-le, la création utile du parquet national financier. Le rôle de ce parquet national financier dans l'affaire des biens mal acquis et la condamnation du vice-président de Guinée équatoriale a été décisif. Cette condamnation a reposé, rappelons-le, sur l'acte de blanchiment qui a été comprise comme infraction autonome et distincte des délits d'origine d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics et corruption commis en Guinée équatoriale. Elle a validé la vente des biens saisis et l'affectation du produit de la vente au budget de l'État. Voilà où se situe la proposition de loi de notre collègue Jean-Pierre Sueur. La proposition d'une affectation des recettes provenant de la confiscation des sommes ou biens issus de la corruption aux populations des États où la corruption a eu lieu. Les sommes recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués seraient ainsi affectés à l'amélioration des conditions de vie des populations et au renforcement de l'état de droit, ainsi qu'à la lutte contre la corruption dans le ou les pays où les infractions en cause ont eu lieu. Mon groupe s'abstiendra parce que plusieurs points doivent être éclaircis. Tout d'abord, cette proposition repose sur l'idée que les faits de corruption ont lieu exclusivement dans les pays les plus pauvres. Cette idée est contredite par le rapport de l'OCDE sur la corruption transnationale. Dans un cas sur deux, ces faits ont lieu dans un pays développé. Aussi, affecter tel qu'il est prévu ces sommes à des pays en développement, comme le souhaite la proposition de loi, n'est pas viable. Non seulement parce qu'elle relève de la politique de développement de notre pays, mais aussi parce qu'elle pose le risque d'un recyclage dans un circuit de corruption de l'argent. Et donc, pourrait-on accepter, par exemple, que les sommes issues de la vente de biens confisqués pour des faits de corruption soient utilisées pour payer un marché public auprès d'une entreprise française de BTP ? La morale nous engage à ce que les sommes provenant de la vente de voitures de luxe, d'ouvrages d'art ou d'immeubles ayant servi à blanchir de l'argent détourné ou issu de la corruption soient reversées aux populations des pays où la corruption est inscrite, hélas, dans les mœurs et les habitudes. Pourtant, la proposition de loi qui nous est soumise ne répond pas encore à cette exigence morale. En effet, le rapporteur l'a souligné d'ailleurs, la création d'un fonds au sein du budget général contrevient aux règles de la LOLF. Nous pouvons alors, mes chers collègues, regarder chez nos partenaires et l'affaire des biens mal acquis est un bon cas pratique. Aux États-Unis, le DOJ, le Bercy américain, a conclu un accord avec Teodoro Obiang pour qu'il renonce à 30 millions de dollars d'avoirs, ces 30 millions étant reversés à des associations caritatives au bénéfice du peuple de Guinée équatoriale. En Suisse, Obiang n'a pas été condamné, pour le dire rapidement, le code pénal suisse permettant de compenser le tort causé. La Guinée s'était engagée à ce que le produit de la vente de voitures saisies en Suisse soit affecté à une organisation internationale pour un projet humanitaire en Guinée. La Suisse, et cela a été rappelé, est citée en exemple dans la restitution des avoirs illicites. Sur les 30 dernières années, environ 2 milliards ont été restitués aux populations. L'évolution de la législation suisse est liée aux événements et présente un caractère d'opportunité. Ainsi, la loi Duvalier, pour éviter que l'argent détourné et caché en Suisse puisse revenir à l'ancien dirigeant d'Haïti. Et ainsi aussi du fonds créé conjointement par la Suisse et les États-Unis relativement à une affaire de corruption au Kazakhstan. 115 millions de dollars ont transité par la Banque mondiale au profit de la population kazakh. À chaque fois, la Suisse s'engage dans un dialogue avec l'État concerné
Il n'y a donc aucune automaticité. Il faut le redire, l'automaticité de l'affectation des recettes pose question puisque la moitié des affaires de corruption concernent un pays développé. Mes chers collègues, en conclusion, nous devons trouver les bons outils pour répondre à la question de la restitution des avoirs confisqués dans les affaires de corruption. Que les sommes soient affectées à l'Agence française de développement est une piste, même s'il semble que d'ajouter cette mission nuise à la cohérence globale des missions de l'agence. Plutôt, je crois que s'appuyer sur les ONG comme le font la Suisse et les États-Unis serait une solution plus prometteuse. Enfin, notre droit pénal mérite donc sans doute d'être revu, comme le suggèrent certains amendements, et malheureusement, la proposition de loi ne répond pas à ces questions juridiques. Comme le débat de ce jour, notre groupe soutiendra un futur débat qui permettra de suivre les évolutions sur ce chantier. J'ai écouté Madame la Ministre et je la remercie pour les preuves d'engagement qu'elle a données. Cette détermination honore notre pays. Nous autres parlementaires resterons attentifs aux propositions du gouvernement et aux engagements au niveau international. Merci. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Pascal Savoldelli pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais commencer par remercier notre collègue Jean-Pierre Sueur de nous donner l'opportunité de discuter d'une question aussi importante que la corruption transnationale. Cette proposition de loi va dans le bon sens. Nous soutenons l'idée d'instaurer un fonds destiné à recueillir les recettes provenant de la confiscation des biens détenus par les personnes étrangères et issues de la corruption transnationale. Nous soutenons l'idée de restituer évidemment ces fonds aux populations victimes. Et oui, nous voulons être impitoyables avec celles et ceux qui accaparent les richesses de leur peuple. Et oui, la France doit être exemplaire. Nous pensons même qu'il est encore possible de renforcer la proposition. Le gouvernement doit nous donner des assurances quant au fonctionnement du mécanisme proposé. Et je vous avoue, Madame la Ministre, que dans vos propos, il y avait à la fois un accord et en même temps pas toujours de l'enthousiasme du point de vue du mécanisme proposé. Mes chers collègues, il est nécessaire d'éradiquer la corruption. Cette exploitation des gens sans défense que condamnait l'écrivain franco-marocain Tahar Ben Jelloul dans son recueil Amour sorcière. S'engager contre ce phénomène est un impératif économique. Selon la Banque mondiale, chaque année, entre 20 à 40 milliards de dollars disparaissent dans les pays en voie de développement, représentant entre 20 et 40% de l'aide publique au développement. Ces chiffres nous interrogent sur la justice et l'efficacité des politiques actuellement menées. L'efficacité d'abord, car comme la Banque mondiale l'a souligné dès 2001, la corruption constitue l'un des grands obstacles, je cite, au développement économique et social des pays en voie de développement. La justice, ensuite, car la corruption est l'un des ressorts du capitalisme mondialisé. L'OCDE, dans une étude de 2014, a souligné que ce sont majoritairement les directions d'entreprise et dans 12% des cas directement des PDG qui sont responsables des actes de corruption internationale. 11% des personnages publics incriminés sont des présidents ou présidentes ou membres de gouvernements. Tous ces éléments revêtent un poids particulier pour notre pays. Oui, la France doit impérativement faire évoluer son arsenal juridique, car ses gouvernements successifs n'ont pas été exemplaires dans le domaine. Ne nous le cachons pas. Il faut se réjouir du jugement, et ça a été fait par d'autres collègues, du tribunal correctionnel de Paris du 17 novembre 2017 qui condamne le vice-président de Guinée équatoriale dans l'affaire des biens mal acquis. Mais il faut se le dire là, nous ne serions pas sérieuses et sérieux si nous donnions un satisfecit à l'action gouvernementale française de ces 50 dernières années en matière de corruption transnationale. Dans ce contexte, la proposition aujourd'hui soumise à discussion va effectivement dans la bonne direction. Elle prolonge les acquis du droit international et particulièrement les efforts de l'Organisation des Nations Unies, sous les auspices de laquelle a été adoptée en 2003 la Convention dite de Mérida contre la corruption. Cependant, la nécessaire activation par l'État victime, le niveau parfois généralisé de corruption qui gangrène certains pays empêche souvent l'application pleine et entière des principes de restitution et de partage direct avec les populations des avoirs issus de la corruption. De même, le partage n'est pas automatique et un accord est nécessaire avec l'État requérant. La restitution directe ou indirecte aux populations civiles
fait dès lors trop souvent défaut. Le mécanisme contenu dans la proposition de loi pourrait résoudre ce problème. Nous souhaiterions cependant participer, aux côtés de Jean-Pierre Sueur, à assurer que l'esprit de la proposition de loi soit pour l'avenir assuré. Nous faisons 5 propositions. Tout d'abord, il nous paraît important que les sociétés civiles des pays en cause soient associées aux opérations de restitution des fonds. Ensuite, deuxième proposition, nous souhaiterions que le mécanisme proposé intègre des perspectives de coopération avec les autres États mettant déjà en œuvre ces procédures. Et dans le même ordre d'idées, une évaluation annuelle de l'action du fonds devrait être réalisée et publiée afin que nous puissions suivre effectivement l'action des services de l'État. Les révélations sur les cas de corruption sont souvent le fruit du travail de journalistes, d'associations ou de lanceuses ou lanceurs d'alerte. Nous revendiquons dès lors une protection juridique dans le cadre des affaires de corruption transnationales. Enfin, nous pensons qu'une part importante des fonds récupérés, notamment ceux ne pouvant faire l'objet d'une restitution, participe directement au renforcement des systèmes fiscaux des pays en voie de développement. Donc je crois que vous l'aurez compris, nous voulons la réalisation pleine et entière de cette proposition de loi et je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion, la parole est à Monsieur Vincent Eblé pour le groupe socialiste pour 7 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Jean-Pierre Sueur vise à traiter la question de la corruption transnationale, l'accaparement de biens publics ou privés au profit d'une minorité d'oligarques, au sens étroit du terme, qui bénéficient indûment d'un enrichissement illicite. Les avoirs issus de la corruption transnationale procèdent pour l'essentiel de faits traduisant un manquement au devoir de probité qui doit guider les personnes dépositaires de l'autorité publique. L'équité exige donc de mettre ces sommes détournées au profit des populations victimes de tels agissements, notamment au bénéfice des catégories les plus pauvres, privées des services de base, eau, électricité, santé, etc., et que leur État manque à leur fournir. La mise en œuvre d'un tel principe est cependant bien loin d'être acquise. En l'état actuel de notre droit, rien ne permet en effet de garantir que les avoirs issus de la corruption transnationale soient restitués aux populations victimes ou tout du moins mis à leur bénéfice. Par l'effet de la décision de confiscation, ces fonds sont transférés au budget général de l'État en tant que recette non fiscale. Le Trésor public est donc le tout premier, voire l'ultime bénéficiaire des avoirs issus de la grande corruption. C'est une situation difficilement acceptable qui constitue une double peine pour les populations victimes. La défaillance des gouvernements des États d'origine ne justifie en rien que ces avoirs issus de la grande corruption ne soient pas retournés au peuple spolié par leurs dirigeants malhonnêtes. Dès lors, il nous appartient d'adapter nos dispositifs législatifs afin de garantir cette affectation. C'est une question de justice et d'honneur pour notre pays. Les juges français ont récemment marqué un pas décisif dans la lutte contre l'impunité de certains anciens ou actuels dirigeants des pays concernés. Je pense notamment à la condamnation en octobre dernier du vice-président de la Guinée équatoriale, Théodorin Obiang, à 3 ans de prison avec sursis et à 30 millions d'euros d'amende pour s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable. Reconnu coupable de blanchiment, d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption, le tribunal a également ordonné la confiscation de l'ensemble des biens saisis, dont un somptueux hôtel particulier avenue Foch à Paris. Cette récente affaire met en évidence les enjeux majeurs qui demeurent autour de la restitution des avoirs. En effet, l'estimation du patrimoine confisqué s'élèverait en l'espèce à environ 150 millions d'euros, une somme qui serait bien utile aux Équato-Guinéens. Le cœur de cette proposition de loi permet ainsi d'aller plus loin en la matière en garantissant l'affectation des sommes confisquées, non pas au budget général de l'État, mais bien à la restitution des avoirs illicites, conformément aux principes plaidés par la France il y a déjà 14 ans
devant la Convention des Nations Unies. Il existe une attente très forte par de nombreuses organisations internationales et ONG afin que la France garantisse l'affectation des sommes confisquées au bénéfice de l'amélioration des conditions de vie des populations, au renforcement de l'état de droit, ainsi qu'à la lutte contre la corruption dans le ou les pays concernés. Aujourd'hui, seule une minorité de pays, dont notamment la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis, restituent aux populations des États d'origine les sommes confisquées dans le cadre d'affaires de corruption transnationale. Parmi ces pays, seule la Suisse s'est dotée d'une législation visant à restituer les valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger. Nos voisins helvètes ont ainsi pu restituer aux populations concernées près de 2 milliards de dollars. Adopter la proposition de loi qui vous est soumise constituerait donc une étape supplémentaire pour rendre justice aux populations victimes de la corruption. Notre collègue Antoine Lefèvre, rapporteur de ce texte, nous a indiqué partager les objectifs poursuivis et a émis l'idée que ces fonds transitent par l'Agence française de développement. Cependant, notre droit parlementaire, particulièrement l'article 40 de notre Constitution ou encore l'article 36 de la loi organique sur les lois de finances, contraint notre capacité d'ajustement par amendement du texte aujourd'hui discuté pour préciser les intentions de notre collègue auteur Jean-Pierre Sueur. Ce texte étant accueilli très favorablement par une très large majorité de nos collègues, nos discussions doivent permettre de lever les obstacles soulevés par la rédaction actuelle de cette proposition de loi et j'invite le gouvernement à prendre toute sa part à l'amélioration du dispositif proposé. Il me semble que c'est possible dès aujourd'hui, dans la mesure où la compréhension de ces phénomènes n'est pas d'une grande complexité. En conclusion, à la veille du G7, sous présidence française, au mois d'août prochain à Biarritz, l'adoption de ce texte par notre Haute Assemblée enverrait un signal fort sur notre capacité à traiter de ces délicates problématiques. Le groupe socialiste soutiendra donc cette PPL et toute démarche qui permettrait de l'améliorer. Merci de votre écoute. Merci, Monsieur le Président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Éric Gold pour le groupe RDSE pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. De l'avis de tous ici, la corruption transnationale reste un fléau qui hypothèque l'avenir des populations des pays du Sud au profit de quelques minorités confisquant les richesses. Notre devoir est de la combattre avec la plus grande détermination. Mes collègues Yvon Collin et le président Jean-Claude Requier se sont rendus l'an dernier au siège de la Banque mondiale dans le cadre de leur mission de contrôle budgétaire des crédits de l'aide au développement. Ils ont constaté à la fois l'absolue nécessité du système d'aide multilatérale, mais aussi sa trop grande complexité. Bien sûr, les actions d'aide doivent être concentrées vers les pays les moins avancés. Mais trop souvent, ce sont aussi ceux où le multilatéralisme, comme la solidarité internationale, sont aujourd'hui malmenés par les tensions géopolitiques et diverses tentations de repli. La présente proposition de loi s'inscrit dans un contexte législatif et international où la lutte contre la corruption est, depuis plusieurs années, une priorité. Les États de l'OCDE ont adopté en 1999 la Convention de lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales qui définit clairement la corruption transnationale comme l'accaparement de biens publics ou privés par une minorité de ressortissants d'États étrangers à des fins d'enrichissement illicite dans l'intérêt d'acteurs le plus souvent du Nord pour bénéficier d'accès indus à des marchés ou au commerce international. Par ailleurs, la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur en 2005, a affirmé le principe de la restitution des avoirs acquis de façon illicite. Au niveau du droit interne, la loi Warsmann du 9 juillet 2010 a renforcé les conditions de saisie et de confiscation des profits illicites, en particulier de façon pénale, et a créé l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Plus récemment, la loi Sapin II a introduit en France la Convention judiciaire d'intérêt public,
qui permet de poursuivre plus efficacement les personnes morales soupçonnées de faits de corruption à l'étranger, comme cela se fait chez nombre de nos voisins. La proposition de notre collègue Jean-Pierre Sueur vise, quant à elle, les personnes physiques dites politiquement exposées, c'est-à-dire des responsables étrangers, mis en cause en particulier dans des affaires de biens mal acquis. Ce dossier a récemment connu des évolutions notables, avec la condamnation du vice-président de la Guinée équatoriale en octobre 2017 à 3 ans de prison et 30 millions d'euros d'amende pour détournement de fonds publics. Actuellement, Rifat al-Assad, oncle du président syrien Bachar al-Assad et ancien dignitaire du régime, pourrait également être inquiété pour des faits similaires. Il est vrai que les conditions de restitution des avoirs acquis illicitement continuent de poser d'importantes difficultés pratiques. D'une part, il peut paraître injuste que l'État français saisisse purement et simplement des biens qui devraient, en toute logique, revenir aux États victimes de cette corruption. D'autre part, la persistance de la corruption dans ces États, voire l'absence d'État digne de ce nom, rendent hasardeuse toute entreprise concrète de restitution. À cet égard, j'émettrai quelques doutes sur l'efficacité de cette proposition de loi à atteindre réellement le but recherché, même si je souscris pleinement à son objectif. Le nouveau fonds serait ainsi chargé d'affecter les ressources récupérées à l'amélioration des conditions de vie des populations, au renforcement de l'état de droit et à la lutte contre la corruption dans les pays où ont eu lieu les infractions. Mais les modalités précises de l'affectation sont renvoyées à un décret en Conseil d'État. Pouvait-il en être autrement d'ailleurs, compte tenu des contraintes strictes qui sont les nôtres en tant que parlementaires, du fait de l'article 40 de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances. Pour ma part, et ceci fera le lien avec le début de mon propos, je suis porté à penser qu'au sein du budget de l'État, l'Agence française de développement pourrait être un acteur clé dans la répartition des dommages causés au pays et aux populations concernées. Après ces remarques, et malgré quelques réserves, vous comprendrez, mes chers collègues, que les membres du groupe RDSE voteront en faveur de l'adoption de cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Roger Karoutchi pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, tout est dit. Donc on ne va pas rester sur encore et encore la condamnation d'Obiang qu'on a compris, sur la Convention de l'OCDE, sur la Convention de l'ONU, très bien. Moi je vais voter ce texte. Mais Madame la Ministre, on est bien conscient, nous ne sommes entre guillemets que le Parlement, mais tout le Parlement. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas, nous, donner le détail d'un système pratique. Parce que la réalité, c'est que confisquer les biens indus, je ne dis pas que c'est facile, c'est jouable. Faire en sorte que ce soit les populations des États corrompus qui en profitent, c'est beaucoup plus difficile. Parce que j'entends bien l'AFD, j'entends bien... Mais l'AFD ne peut régler des projets dans les pays concernés qu'avec l'accord du gouvernement. Si vous demandez à un gouvernement corrompu, est-ce que vous êtes d'accord pour que l'AFD vienne faire une opération chez vous, ils diront oui, puis prendront dessus une partie. Donc on continue le jeu. Le jeu est terrible, parce qu'en réalité, la proposition de notre collègue Sueur est une proposition de principe, même s'il y a la proposition d'un fonds, mais on sait très bien que c'est compliqué à mettre en place. Alors, Madame la Ministre, moi je ne veux pas être très long, je vous dis simplement, si on veut avancer, tout le monde, sur tous les bancs, est d'accord sur le principe. Et notre collègue Sueur a bien fait de déposer cette proposition de loi. Même si on n'est pas tous convaincus du côté opérationnel de ce texte. Mais vous nous dites, Madame la Ministre, que la garde des Sceaux met en place un groupe et que d'ici le mois de juin, il y aura des propositions. Moi, je serai le gouvernement, ce que je ne suis pas, mais je serai le gouvernement. Je dirai au Sénat, bienvenue
à cette proposition. Laissez-nous, nous, gouvernement, avoir la mission de Madame Belloubet. Le temps que cette proposition soit votée au Sénat et retourne à l'Assemblée nationale, le gouvernement peut prendre cette proposition et l'amender à l'Assemblée en fonction des conclusions de la mission, plus concrète, probablement, que pourrait avoir Madame Belloubet. Mais nous dire, pardon de le dire comme ça, Madame la Ministre, dire dans ces conditions, je souhaite que vous ne votiez pas cette proposition, ça revient à dire que comme il n'y aura pas de proposition ici, si tel était le cas, il n'y aurait rien à inscrire à l'Assemblée, sauf à imaginer qu'au terme d'une étude par le gouvernement, il y aurait un projet de loi qui est un jour peut-être dans l'agenda. Bon, on a compris que c'est un enterrement, même si on comprend la bonne volonté du gouvernement. Laissez faire le jeu de la démocratie. Il y a une bonne proposition de notre collègue Sueur. Elle peut poser un problème réel. Comment réellement l'argent des biens mal acquis va profiter directement aux populations et pas par des intermédiaires qui en réalité n'aboutiraient pas à améliorer la vie des populations. Vous faites une mission gouvernementale. On peut imaginer enfin que le Parlement et le gouvernement travaillent dans le même sens, puisque sur le principe tout le monde est d'accord, travaillent dans le même sens, et que vous disiez à la limite sagesse pour la proposition de M. Sueur, qu'elle soit votée ce soir au Sénat, qu'elle aille à terme devant l'Assemblée avec les conclusions de la mission Belloubet. Et on aurait le texte Sueur, les conclusions Belloubet, et on sort un texte crédible dans les mois qui viennent. Ce serait à l'honneur de la France, à l'honneur de la République, et je vais même vous dire, à l'honneur du gouvernement et de la vie parlementaire. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Jérôme Bascher pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, que dire après Roger Karoutchi qui a évidemment résumé tous les bons principes. Cette proposition de loi, j'ai envie de reprendre les grands mots de l'appel du 18 juin, c'est l'honneur de la France, c'est le bon sens et l'intérêt supérieur des nations. Mais, il y a un mais, il y a quelques problèmes de mise en application. D'abord, il y a la LOLF. Excusez du peu, c'est quand même un texte fondateur pour nous nombreux, Monsieur le Président de la Commission des Finances, qui en sommes issus, ce n'est pas sans nous poser quelques difficultés. Car derrière cette question de la LOLF, en fait, il s'agit aussi d'affecter systématiquement une recette. C'est assez important parce qu'on l'a bien vu avec la mode des gilets jaunes. Ah, vous savez, l'argent de l'écologie doit aller à l'écologie, l'argent de la corruption transnationale doit aller dans les pays dont sont issus les corrompus. Non, avec ce principe-là, il n'y a plus de budget général. Il n'y a plus de budget général. Et pour moi, c'est un grand principe fondamental de notre budget. Il faut donc savoir parfois, cependant, faire des exceptions. Et on peut faire des exceptions parce que le budget de l'aide au développement est sans doute très insuffisant. Je ne sais pas si c'est l'AFD le meilleur véhicule. Je ne le dirai pas comme cela. Mais je le dis, c'est un vrai sujet que l'aide au développement. Et c'est un vrai sujet pour vous, Madame la Ministre, c'est un vrai sujet au niveau européen. Voilà un sujet qui devrait être porté très largement sur tous les bancs. Mais ce sujet aussi de la corruption transnationale, elle doit être aussi portée au niveau européen, Madame la Ministre. Car c'est bien beau que, effectivement, l'OCDE passe des accords, mais après, comment cela se traduit dans chacun des pays de l'Union européenne? C'est aussi une des façons de construire l'Union européenne et de redonner envie à nos concitoyens de ne pas avoir que des pays passagers clandestins dans l'Union européenne, mais avoir sur ce sujet de l'honneur une vraie ligne directrice. Mais ce que je regrette, et là je rejoins totalement, évidemment, Roger Karoutchi, c'est que le gouvernement nous dise PLF 2020. Je ne peux pas vous dire combien de sujets fondamentaux sont remis de texte en texte parce que vous n'avez pas travaillé. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ce texte est reporté, Madame la Ministre. Il aurait dû être étudié il y a un mois.
C'est pas une nouveauté comme ça que Jean-Pierre Sueur aurait découvert hier 1er mai et porterait aujourd'hui sur le banc du Sénat. Non, ça fait 1 mois. Vous aviez eu le temps d'y réfléchir, de travailler. Vous pouviez faire des amendements du gouvernement s'il y avait tel ou tel point qui ne vous convenait pas. Mais on ne peut pas dire à chaque fois que le Sénat a une bonne idée, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la récupérer et la ripolliner, passez-moi cette expression très budgétaire, mettre de la couleur pour dire que ça va être à nos couleurs. Non, ça doit être aux couleurs de la France et de l'honneur de la France et de l'ensemble. Parce que sur tous ces bancs, Madame la Ministre, sur tous ces bancs, nous sommes pour lutter contre cette corruption. Tous ces bancs. Et donc il y a peut-être un peu de grandeur à avoir. Voilà encore une belle valeur du général de Gaulle et j'en termine par cela. Merci, chers collègues. Madame la Ministre souhaite apporter quelques éléments de réponse. Oui, merci Monsieur le Président. Je tenais en particulier à vous remercier les uns et les autres pour à la fois votre engagement et le fait que vous avez les uns et les autres bien signalé les difficultés pratiques pour nous assurer que la restitution de la valeur de ces biens mal acquis profiterait bien à des populations spoliées et non pas seulement à des régimes ou à des États qui ensuite, vous l'avez montré les uns et les autres, pourraient en faire un usage tout aussi finalement néfaste au bien de la population. Je voulais répondre en particulier au sénateur Karoutchi et au dernier orateur, parce que, Monsieur Facher, voilà, en fait, je suis un peu interpellée par le fait que vous disiez finalement il y avait qu'à le voter et puis dans la navette, on aurait pu trouver une solution. Bien sûr, vous savez, je suis une députée, j'ai moi-même travaillé sur les navettes parlementaires et avec la commission des finances, notamment avec le président Eblé. Nous avons travaillé et une solution qui est solide aujourd'hui consisterait notamment à ajouter des crédits budgétaires au budget de l'AFD. Membre de la commission des finances, vous savez qu'il n'y a pas 50 options pour le faire, il y a des décrets d'avance ou d'annulation, ou un projet de loi rectificatif. Je ne crois pas que l'avenir de cette proposition soit de devenir un projet de loi rectificatif. Vous en connaissez les contraintes, les délais et la lourdeur. Donc ce que nous vous disons, c'est que nous avons travaillé avec la direction du budget. Je peux me faire ici la porte-parole de la présence de nombreuses administrations interministérielles et de la directrice de la Grâce qui est avec nous ce soir. Nous avons travaillé. La mission de Nicole Belloubet a pour justement objectif de clarifier et de concerter sur l'intégralité des points d'application et notamment de transparence sur l'utilisation finale des sommes en question. Et bien conscient du fait que nous étions sur un sujet technique et budgétaire, le bon outil pour travailler des sujets techniques et budgétaires reste le projet de loi de finances. Et donc, je souscris à votre idée collective que nous aimerions voter l'esprit d'un texte. Mais nous savons tous que le travail parlementaire ne consiste pas à voter malheureusement l'esprit des textes, mais à voter le texte. Et donc, la position qui est la mienne ce soir, c'est bien de dire que nous sommes sur un sujet budgétaire, que nous avons un certain nombre d'options très précises en tête, que nous avons travaillé, que nous avons à concerter sur la finalité d'utilisation des biens, mais que je vous dois, au nom des principes juridiques qui tiennent notre État, vous dire que si ce n'est pas recevable au terme de nos principes budgétaires, c'est bien dans le budget que nous aurions à travailler. Et je peux vous donner ici l'engagement absolument formel de l'intégralité des services du Quai d'Orsay sur le fait que et la direction juridique et la direction de la mondialisation et l'engagement du ministre lui-même sur la réforme de l'aide au développement que nous portons, de mener ce projet à terme pour nous assurer que les crédits afférents nécessaires soient bien sur la bonne ligne budgétaire, avec le bon outil de gestion au prochain budget. Je vous remercie. Mes chers collègues, la discussion générale est close. Nous allons passer à la discussion du texte de la Commission. Je vous propose que nous poursuivions donc ce texte, je ne sais pas, une vingtaine de minutes peut-être, le temps d'étudier les amendements avant d'aller dîner. Cette proposition à l'accord de la Commission et de Madame la Ministre. Alors, à l'article 1er, l'amendement 9, Monsieur Savoldelli. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, j'ai une bonne ouïe, donc j'ai bien entendu M. Bachere qui faisait référence au général de Gaulle, mais quand on lui parle de rapport pour qu'on mette de la transparence, il sourit, Jérôme, mais c'est important. Puisque nous proposons d'ajouter à l'article 1er un rapport d'évaluation
qui serait publié et transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et à la différence du rapport existant, puisque nous en avons débattu à la commission des finances, qui est établi par l'Agrasc, il serait spécifiquement dévoué aux actions du fonds. Et il constituerait donc un complément au texte que nous votons aujourd'hui. Puisque, mes chers collègues, si nous partageons l'objectif du texte et la volonté d'établir un mécanisme permettant de rétribuer aux populations victimes les biens spoliés, il faut évidemment qu'on encourage, par conséquent, un objectif de transparence et d'efficacité de l'action publique. Et la transparence d'abord. Comme le soulignait Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil d'État, la transparence favorise en premier lieu une meilleure gouvernance publique. Et donc, au travers des rapports annuels, des parlementaires seront en mesure d'analyser précisément l'action du fonds créé. C'est des questions qui ont été soulevées d'ailleurs par plusieurs d'entre nous ici. On pourra comprendre et donc mesurer le rôle joué par les tiers et les fondations associées au mécanisme de rétribution. Enfin, un dernier point ne devrait pas être négligé à nos yeux, c'est celui des frais de procédure. Un rapport annuel pourrait nous permettre d'éclairer la représentation nationale sur la fraction des sommes du fonds qui sont consacrées, in fine, aux enjeux de la procédure. Le corollaire immédiat du principe de transparence est celui d'efficacité. Et donc, un rapport annuel que je propose d'établir permettra de suivre l'évolution du fonds et, si besoin, d'adapter son fonctionnement. Et au-delà même de l'action du fonds, il s'agira notamment de suivre les sommes affectées au budget général, car impossibles à reverser. C'est dans cet esprit, mes chers collègues, de recherche d'efficacité et de transparence que je vous invite à soutenir mon amendement. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, sur cet amendement, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat. Je ne suis pas forcément particulièrement favorable à la remise d'un tel rapport. En outre, en fonction de la mécanique budgétaire choisie, il ne paraît pas nécessairement pertinent d'ajouter un tel rapport aux documents budgétaires déjà existants. Il me semble en effet qu'il serait nécessaire de préciser ce sur quoi porterait l'évaluation. Donc, sagesse. Ministre. Comme je vous l'ai dit, nous avons avec ce texte des difficultés techniques. En revanche, sur votre amendement, évidemment que ce nouveau régime de restitution des biens mal acquis pourra faire l'objet d'une évaluation très précise de la part de la Commission des finances. Je pense que les rapporteurs spéciaux, Colin et Requier, sous la présidence de Vincent Eblé, très attachés au sujet d'évaluation, pourront très bien définir le suivi qu'ils souhaiteront avoir de ce mécanisme particulier. Donc mon avis est défavorable, mais il l'est en cohérence avec mon avis plus général sur le texte. L'évaluation est bien sûr essentielle, à la fois, comme vous le dites, pour suivre les frais de gestion. Je pense qu'il y a un enjeu très fort. Et donc c'est une très bonne démarche à inclure d'ailleurs dans les travaux à venir, et le gouvernement y sera particulièrement attentif, pour que la représentation nationale puisse pleinement suivre la bonne efficacité et le respect des 5 principes qui ont été exposés par Jean-Pierre Sueur. Évidemment, la transparence et la bonne affectation et la bonne utilisation des fonds sera essentielle à suivre. Merci Madame la Ministre. Donc je mets aux voix l'amendement 9 avec un avis de sagesse de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 1er, qui est pour l'article 1er? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Même vote pour l'article 2? Même vote? Même vote. Après l'article 2, des amendements de Madame Goulet qui vont être présentés par Monsieur Canvet, le numéro 1. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Il s'agit de certains amendements qui, au vu du fonctionnement de l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs confisqués et saisis, tendraient à améliorer son fonctionnement. Le premier amendement porte sur le fait que la confiscation de l'instrument d'infraction est en principe subordonnée à la démonstration préalable de l'existence d'une autre propriété. Donc c'est superfétatoire par rapport au texte, donc je propose de le supprimer. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, alors pour aller vite, avant de donner mon avis sur l'amendement numéro 1 rectifié terre, je tenais à exprimer la position générale de la Commission des finances sur l'ensemble des amendements proposés par notre collègue Nathalie Goulet, numérotés de 1 à 7.
Ces amendements sont inspirés de propositions formulées par l'Agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'AGRASC. J'en profite pour saluer la présence aux côtés de la ministre, de la directrice générale de l'AGRASC, qui réalise à la tête de cette agence un travail remarquable et que je veux ici souligner. Il s'agit pour ces amendements de simplifier le régime des saisies et des confiscations, d'améliorer l'action de l'AGRASC avant le jugement ou de faciliter l'indemnisation des parties civiles. Toutes pertinentes qu'elles puissent être, ces propositions nous éloignent de l'objectif premier de la présente proposition de loi, à savoir la restitution des biens mal acquis aux populations victimes. Compte tenu de ces éléments, la Commission des finances a demandé le retrait de ces amendements qui pourraient utilement trouver leur place dans une révision plus générale des dispositions pénales relatives aux saisies et confiscations et relèveraient d'ailleurs plutôt de la compétence de la Commission des lois. Donc sur l'amendement numéro 1, je demande le retrait de cet amendement car même si je suis plutôt favorable sur le fond à une telle simplification, je pense que ce débat devrait s'inscrire dans un cadre d'une réflexion cohérente plus large sur l'amélioration du régime des saisies et confiscations. Merci, Madame la Ministre. Bien, même avis, nous avons une série d'amendements qui portent en fait sur le régime de confiscation, le régime des saisies, le régime des restitutions, bien au-delà du sujet des biens mal acquis. Donc, ce sont des points potentiellement pertinents, mais qui auraient vocation à s'étendre à bien d'autres cas. Donc, il y a un avis par cohérence avec le texte défavorable, mais je trouve que la position du rapporteur sur le bon véhicule juridique pour pouvoir porter ces potentiels amendements dans un cadre qui puisse être celui général des confiscations, saisies et restitutions semblerait sûrement plus approprié. Merci. Donc, il y a une demande de retrait ou sinon avis défavorable. Monsieur Canvet, vous les maintenez. Donc, je les mets aux voix. Donc, il y a 2 avis défavorables, Commission et Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 2. Alors, il est fréquent qu'une juridiction omette de statuer sur un bien immobilier et l'AGRASC peut déjà avoir été chargée de la vente de l'immeuble. Et donc, il s'agit de permettre, lorsque cette restitution est de nature à créer un danger pour les personnes et les biens, de permettre de le viser explicitement. Chers collègues, donc il y a un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Donc, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le numéro 3. Il s'agit de proposer de décharger les juridictions de l'accomplissement des formalités de publication et de les confier à l'AGRASC. Donc, même chose, avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, même vote. Donc, il n'est pas adopté. L'amendement numéro 7. Il s'agit de renforcer la transmission de l'information entre les juridictions et l'agence. Donc, même chose, 2 avis défavorables, même vote, il n'est pas adopté. Le numéro 4. Les parties civiles ont aujourd'hui 2 mois à compter de la décision pour saisir l'agence et on trouve que c'est extrêmement court, donc il faudrait le porter à 6 mois, c'est l'objet de l'amendement. Merci, chers collègues. Toujours 2 avis défavorables, même vote, donc il n'est pas adopté. Le numéro 5. Oui, pareil, les textes tels qu'ils sont rédigés aujourd'hui autorisent cette remise à l'audience uniquement pour les biens qui n'ont pas été placés sur main de justice. Or, il peut demeurer un intérêt à ce que la juridiction ordonne la remise d'un bien à l'AGRASC le jour de l'audience. Merci pour cette présentation succincte. 2 avis défavorables, Commission, Gouvernement, même vote, donc il n'est pas adopté. Le numéro 6. Voilà, celui-là est un peu différent puisqu'il est issu des propositions du rapporteur du texte. Et j'ai bien entendu le président de la République qui souhaitait que l'on simplifie l'organisation et les organismes divers qui existent. Donc il est proposé ici de demander un rapport pour permettre d'examiner le regroupement entre l'agence de gestion des avoirs confisqués, la plateforme d'identification des avoirs criminels, la PIAC, et Tracfin. Donc c'est une proposition d'amélioration du fonctionnement des services de l'État. Merci, chers collègues. Donc, toujours avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Même vote. Pardon, Monsieur Savoldelli. Vote contre. Ce qui était déjà le cas, non? Bon. Ça ne change pas le vote. Pardon. Je ne peux pas vous faire perdre de temps. Mais les autres amendements qu'on a vus, ils étaient tous sur des notions d'élargissement. Sur la question de la rétrocession, sur la question des biens immobiliers, etc. Donc je me suis peut-être pas assez saisi de cette opportunité. Donc moi, je voterai tous les autres amendements qui ont été proposés. C'est pour ça que je précisais que celui-là, par contre, je voterai contre.
Très bien. Parce qu'en fin de compte, c'est la voix du président, c'est tout à fait respectable, mon cher Canves, c'est faut réduire les outils de l'action publique. Voilà, il a été très fidèle à la conférence de presse du président, dont acte. Donc l'amendement numéro 6, qui est pour l'amendement numéro 6, qui est contre, qui s'abstient, donc il n'est pas adopté. L'article 3, qui est pour l'article 3, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Même vote pour l'article 4, il est adopté. Même vote pour l'ensemble du texte, même vote. Donc le texte est adopté. Mes chers collègues, Madame la Ministre, je vais suspendre la séance. Elle sera reprise. Pardon, Madame la Ministre. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste remercier les sénateurs pour leur travail, à nouveau saluer votre engagement et remercier également la directrice générale de l'Agrasc d'avoir été avec nous pendant ces débats. Je crois qu'il y a là une agence qui, de manière très performante, sert des objectifs de politique publique avec beaucoup d'efficacité. Et je crois qu'elle a reçu déjà plusieurs sénateurs et vous pouvez compter sur l'engagement également du gouvernement pour soutenir des administrations qui se modernisent et qui remplissent des objectifs qui sont essentiels non seulement à nos politiques publiques nationales, mais on l'a vu également à la poursuite et la bonne application de conventions internationales. Donc je vous remercie et nous aurons l'occasion de pouvoir continuer à travailler sur ce sujet, j'espère dans le cadre du projet de loi de finances. Voilà pour l'adoption de cette proposition de loi de Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste. Un premier pas pour que l'argent détourné dans l'affaire, ou plutôt les affaires, des biens mal acquis reviennent aux populations spoliées. Notez que le gouvernement se veut lui aussi offensif en la matière. Dans l'hémicycle, il a annoncé le lancement d'une mission parlementaire sur le retour des biens mal acquis et s'est engagé de façon, je cite, formelle et solennelle à légiférer sur la restitution des avoirs détournés dans le projet de loi de finances de 2020. Des promesses, on va donc voir si elles vont se réaliser. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.